l'avenir pour le syndicalisme, quels sont les enjeux de management et de productivité? C'est grâce à Laurent Escure, je dois vous le dire, que j'ai pu avoir l'occasion de lire un ouvrage assez agréable que je vous recommande aussi, qui est le premier rapport du Conseil national sur la productivité, que je vous montre. J'ai même fait des annotations, ça vous verrez que c'est exactement, c'est vrai, je l'ai lu. Et vous allez voir à quel point c'est effectivement intéressant de le découvrir. Mais d'abord, je vous remercie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Laurent Escure. D'abord, je vais essayer de vous présenter. Alors, je vais essayer de vous présenter. Vous savez qu'on a un président national qui est le champion toute catégorie de la présentation d'invités, donc je ne vais pas rentrer dans la compétition, sinon ça ne sera pas possible. Alors, j'ai juste récupéré quelques informations qui me semblaient intéressantes à vous transmettre. Donc, Laurent Escure, je ne donnerai pas votre âge. Vous avez en commun avec François Hollande d'être de Tulle, ou d'avoir œuvré à Tulle. Vous êtes un enseignant syndicaliste français. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre bio, c'est que vous avez interrompu la préparation de votre mémoire pour vous consacrer 6 mois à l'éducation de votre fille aînée. Demain, ce sera un sujet, l'éducation et la parentalité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ça existe. Merci de l'avoir montré l'exemple. Vous avez été un militant actif au sein de l'UNEF, plutôt dans la région de Toulouse, pendant plusieurs années. Et puis, vous avez grimper les barreaux de l'échelle, en gros, à l'intérieur de l'UNSA, pour devenir également membre du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Et vous avez, à la suite de Luc Beryl, pris la tête de l'UNSA. Alors, en préparant cette rencontre, on s'est dit qu'il y avait 2 sujets qui pouvaient être importants à aborder aujourd'hui dans le cadre de cette université. C'est finalement, on a vu que ces réformes visaient à modifier les équilibres. Quelle est, votre appréciation des perspectives du syndicalisme en France? Quels sont les nouveaux équilibres à l'œuvre, sachant que l'UNSA a une position plus particulière dans le paysage syndical, avant justement qu'on aborde cette question de la productivité et de cet ouvrage que j'invite évidemment tout le monde à lire ce soir. Alors, ouais. Merci pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en effet, l'UNSA est un peu atypique parce que dans le monde syndical qui se sent souvent en crise, on est vécu, et à la fois parce que ça s'appuie sur des chiffres, et les chiffres sont têtus comme les faits, on est vécu comme le syndicat qui monte, celui qui a le vent en poupe, qui a essayé de rassembler des femmes et des hommes du public et du privé pour essayer de fabriquer une autre forme de syndicalisme, sans se couper de ce qu'on appelle le rassemblement des forces réformistes. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié de voir et eu le plaisir d'écouter Carole Couvert tout à l'heure, puisque quand elle était présidente, la CGC était encore réformiste, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais on est moins. Mais bon, on essaye. Je pense que sur le terrain, les choses sont différentes, mais ça regarde les autres organisations. Mais l'UNSA s'est créée pour ça, à la fois rassembler des femmes et des hommes venant d'horizons divers et essayer de rassembler le syndicalisme réformiste pour essayer de faire que le syndicalisme pèse plus. Et nous, on est plutôt des syndicalistes heureux, parce qu'on progresse aux élections et parce qu'on a essayé d'inventer des nouvelles formes permettant de jouer la clé de ce qu'est aujourd'hui le problème du syndicalisme, qui n'est pas une question de légitimité, parce que souvent les femmes et les hommes politiques ont tendance à dire les syndicalistes ne servent à rien ou ne pèsent rien, et j'ai tendance à rappeler qu'on a encore à peu près 2 500 000 personnes qui sont syndiquées dans notre pays, donc adhérentes à un syndicat qui paye une cotisation. Lorsqu'on additionne les adhésions des partis politiques, même quand on prend ceux qui font des adhésions gratuites, on n'arrive pas à ce chiffre. Et lorsqu'on prend, évidemment, lorsqu'il n'y a pas de constat de carence, mais la participation aux élections professionnelles, quel que soit le secteur d'activité, le taux de participation oscille entre 50 et 80% selon les secteurs, ce qui est là aussi égal ou supérieur à la plupart des élections politiques. Donc non pas pour comparer, mais pour dire que les élus, nous on reconnaît la légitimité des élus politiques, quels qu'ils soient, et je pense qu'il faut reconnaître la légitimité des représentants syndicaux, quels qu'ils soient, parce qu'on a cette légitimité assise sur un nombre d'adhérents et sur une série d'électeurs. En revanche, le dialogue social, les partenaires sociaux sont interrogés non pas sur leur légitimité, mais sur leur efficacité.
que ce soit dans le dialogue social classique, ce qu'on appelle celui des partenaires sociaux entre les employeurs et les représentants des travailleurs, mais également parce qu'on a eu le président de la République la semaine dernière, on l'a interpellé là-dessus, à Genève pour le centenaire de l'OIT, également avec une culture du tripartisme qu'il faudrait peut-être créer en France sur des grands sujets et qui permettrait non seulement de mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table, parce qu'on a quand même quelques sujets pour les 15 ans qui viennent, qui créent du déséquilibre, mais qui créent aussi d'un côté de l'angoisse, de l'autre côté des espérances, c'est la double transition, qu'elle soit écologique et technologique, et qui vont percuter tous les collectifs de vie, et parmi eux, les collectifs de travail. Vous êtes bien placés pour savoir que c'est des enjeux considérables, qu'on reverra dans le débat peut-être, ou l'échange qu'on aura sur la productivité et sur la formation et l'adéquation de la formation des salariés par rapport aux emplois. Mais on a cette culture du compromis à installer en France. Évidemment, pour ça, il faut être 2 ou 3, si on prend le tripartisme. Et je crois que la culture qui préside à l'OIT est une bonne culture. C'est une culture où on se dit que si on veut faire un compromis, ça veut dire qu'on fait une négociation, non pas pour se jauger, non pas pour défendre son compte à soi ou une part de ses égoïsmes catégoriels, mais pour aboutir à cette négociation. Et d'ailleurs, il y a des formations à l'OIT, et on gagnerait les uns et les autres à les partager, qui mélangent des représentants de salariés et des cadres, des RH, mais aussi des patrons, et des formations au dialogue social avec des jeux de rôle, où dans la formation, l'enjeu, c'est d'aboutir à un résultat acceptable par les uns et les autres. Et cette culture du compromis, elle manque en France, et si on ne la développe pas, en effet, on peut avoir une crise de l'utilité des partenaires sociaux, du dialogue social, et donc ça affaiblira évidemment les relations humaines, les débats, les discussions qu'on peut avoir dans les entreprises entre la direction et les salariés. Beaucoup de réformes en cours sur le dialogue social, bientôt sur la fonction publique, et vous êtes en première ligne sur les retraites, sur l'assurance chômage. Les nouveaux équilibres qui se dessinent, pour vous, quels sont-ils ? Alors on voit bien le pari qu'a fait le président de la République et son gouvernement, qui était d'essayer de ramener au niveau de l'entreprise une part du dialogue social, parce que peut-être que ça manquait, que c'est peut-être un niveau de proximité. Nous, sur ce terrain, l'UNSA, on est assez à l'aise, parce qu'on pense que c'est en effet un endroit où on peut agir de manière pertinente et efficace. On est d'autant plus à l'aise que notre mode de fonctionnement, peut-être aussi grâce à notre autonomie, permet à nos équipes de terrain d'être totalement libres de négocier dans leur entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas des confédérations qui ont un fonctionnement beaucoup plus centralisé et qui parfois mettent passent des commandes, démandatent un certain nombre de délégués syndicaux. Nous, on essaye de faire confiance à nos équipes de terrain, mais il s'agit bien d'une autonomie bien comprise, c'est-à-dire qu'à l'UNSA, on doit être d'accord avec les valeurs républicaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être extrémiste et membre de l'UNSA, et on a une charte de valeurs qui fait que si jamais ça se produit, on sait se séparer d'un certain nombre de personnes qui pourraient avoir cette tentation. On a aussi une charte éthique et financière, donc on ne peut pas être à l'UNSA et vouloir se servir. On est là pour servir les salariés qu'on représente. Et enfin, on a évidemment cette culture réformiste et cette culture pro-européenne. Mais ce qu'a fait le président avec ses ordonnances, ça a ramené le débat dans les entreprises, ça l'a un peu affaibli dans les branches, même s'il y a un équilibre qui a pu être trouvé. En revanche, le niveau national interprofessionnel est affaibli en ce moment. Et c'est regrettable parce que lorsqu'on contourne les organisations syndicales, lorsqu'on voit l'état de la société avec le populisme ambiant, l'individualisme version négative, parce qu'il peut y avoir un moteur individuel qui peut être positif, y compris dans la réalisation individuelle des salariés. Mais lorsqu'on voit l'individualisme négatif, le populisme, le corporatisme qui existe, à force de contourner les organisations syndicales au plan interprofessionnel national, on peut pousser un certain nombre de collectifs humains syndicaux à se replier sur leur entreprise, à sortir du cadre confédéral ou du cadre des unions syndicales, et donc
à perdre de vue, d'une certaine façon, l'intérêt général. Les confédérations syndicales, elles servent aussi à ça, à fabriquer un patrimoine de commun, en termes d'idéal, en termes de problématiques globales pour l'ensemble des salariés, et surtout, j'y reviens, au moment où on sait qu'on ne changera pas la face du monde si on veut relever les défis de la transition écologique ou de la maîtrise des technologies, dans ce que ça peut avoir de positif. On ne changera pas ni dans un seul pays, ni dans une seule entreprise, c'est bien une dynamique plus large et globale qui relie l'intérêt général qu'il faut prendre en compte, et donc il y a un vrai danger dans ces évolutions du dialogue social à ce qu'on puisse avoir une fragmentation du syndicalisme et un repli sur la seule entreprise. En deux mots sur deux projets de réforme, enfin deux réformes qui sont en cours et qui concernent évidemment l'UNSA, la réforme de la fonction publique et la réforme des retraites. Quand on avait abordé la question de la réforme des retraites, qui va advenir, mais dont le calendrier n'est pas forcément aussi précis, vous m'avez dit finalement, nous, on sera attentifs à une chose, parce qu'on pense qu'il y aura un régime universel qui sera mis en place, c'est une période de transition la plus longue possible pour étudier les effets de bord. Est-ce que vous pouvez nous repréciser donc quelle est la position de l'UNSA là-dessus ? La position de l'UNSA, elle est simple, c'est pour l'UNSA, dans cette réforme, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Si on applique, sans rentrer dans la technique, mais si on passe d'un régime de calcul sur un nombre d'années à un calcul par point, et si on veut le résumer et le schématiser, ça veut dire que pour le public et certains régimes spécifiques, on passe d'un calcul sur le salaire des 6 derniers mois à un calcul qui prend en compte l'ensemble des années de la carrière. Et si on prend le privé, au lieu de prendre les 25 meilleures années, on prend l'ensemble, là aussi, de ce qu'on peut cotiser tout au long d'une carrière. Donc ce sont l'ensemble des années de carrière qui comptent. Et donc si on applique brutalement une réforme par point, on aura des gagnants et des perdants des deux côtés. Souvent, caricaturellement, on pense que une réforme par point va sans doute pénaliser les régimes spécifiques, et notamment la fonction publique, et protéger ou améliorer les retraites du côté du privé. C'est oublier que lorsque l'on calcule sur les 25 meilleures années, on gomme des périodes de moins bonne fortune en termes salarial sur une carrière, et je ne parle même pas des périodes où on peut être en précarité, en chômage, en temps partiel subi, qui du coup désormais seront comptabilisés sur la moyenne de la carrière. Et donc on peut avoir des perdants du côté du privé, de la même façon, pour forcer le trait, que dans le public, tous ceux qui ont un revenu à peu près, et souvent les plus faibles revenus malheureusement, un revenu assez bas tout au long de leur carrière, si par exemple on intègre les primes dans le calcul des pensions, eux se retrouveraient gagnants. Donc on peut avoir des perdants et des gagnants à la fois dans le privé et dans le public. Donc tout notre enjeu à nous, c'est de regarder, malgré la complexité du dossier, et s'il ne s'agit pas de faire d'économie, et visiblement il ne s'agit pas de faire d'économie, je ne parle pas de l'âge pivot. Nous, on pensait qu'il fallait absolument garder l'âge de départ légal à 62 ans, même si certains veulent que pour l'équilibre du système, les gens globalement travaillent plus, il nous semblait naturel qu'on puisse garder à la fois pour les carrières longues un départ plus précoce et cet âge de départ légal à 62 ans, chacun faisant son choix par la suite quand on connaîtra l'économie générale du système à l'issue des retraites. Mais il nous paraît important d'étudier de manière très précise comment on compense, par exemple, les périodes de chômage, pour prendre une carrière du privé, en sachant qu'il y a deux paramètres. Est-ce que c'est la solidarité interne du système qu'il finance, ou est-ce que c'est la solidarité nationale? Si c'est la solidarité nationale, ça veut dire que c'est un débat qui doit être aux yeux de l'opinion publique, en sachant qu'il ne faut pas qu'une trop grosse partie des retraites soit financée par de la solidarité nationale, sinon on basculerait d'un système par répartition avec une solidarité intergénérationnelle à un système qui serait financé globalement par l'impôt, hein, d'une manière ou d'une autre. Après, on peut appeler ça comme on veut. Et du coup, on pourrait avoir une phase de capitalisation qui serait beaucoup plus forte et qui viendrait percuter notre système de répartition, de retraite par répartition et de solidarité intergénérationnelle. J'ajoute, si vous me permettez, sur ce sujet, qu'il y a une vraie nécessité de crédibiliser nos systèmes de protection sociale, dont je rappelle, contrairement à certains fantasmes qu'on a d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, ou parfois même chez certains syndicalistes, qu'ils n'ont pas été, ce système de protection sociale n'a pas été le fruit de grands blocages de rue, mais d'un compromis passé entre des forces sociales
et des forces politiques qui, à l'issue de la résistance, ont pu se mettre d'accord, en l'occurrence à l'époque les gaullistes, les démocrates chrétiens qui allaient le devenir, et une partie des forces de gauche qui s'étaient croisées dans le mouvement de la résistance et qui, dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, ont fabriqué ce système de protection sociale qui a fait consensus et qui a été un compromis à la fois politique et social et qui est le cœur de notre dispositif français. Mais si on veut sauver ce système de protection sociale que nous envient certains salariés de l'étranger, d'ailleurs certains qui viennent en France travailler chez nous, puisque la France est aussi attractive, aussi en rapport avec le système de protection sociale dont nous pouvons bénéficier, je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a une menace qui pèse sur les questions de solidarité intergénérationnelle, parce qu'il y a une fracture chez les moins de 45 ans. Là aussi, je vais être un peu caricatural, si vous me le permettez, parce qu'on a une génération, celle du baby-boom, qui a profité du plein emploi, issu des 30 Glorieuses, qui a profité d'une certaine forme d'insouciance. Je vais même dire qu'il a profité de la libération sexuelle d'après 68, sans connaître le sexe avec les maladies nécessitant de s'en protéger lors des rapports sexuels qui sont arrivés après. Et on a une génération, au contraire, qui a profité dans les années 80 de taux de crédit indexés sur le salaire et l'inflation qui permettaient d'avoir des crédits pour pas cher pour devenir propriétaire. Bon, j'en rajoute pas, et qui ne se préoccupait pas trop de la planète à l'époque. Et on a chez les plus jeunes générations un regard qui est porté sur cette génération-là, où on se dit, et nous, on n'a connu que la crise, on a connu beaucoup d'anxiété, on a connu le retour des tensions au niveau international et au niveau du terrorisme. On a connu et on connaît l'enjeu de sauvegarder l'espèce humaine et la biodiversité avec la transition écologique, et on connaît l'affolement considérable de la transition technologique. Et on peut avoir une rupture générationnelle où finalement les plus jeunes nous disent: ce système-là, vous êtes bien gentil, de protection sociale, mais il n'est plus pour nous. Et avant même que ce soit des hommes et des femmes politiques qui remettent en cause un système, ça peut être un choix générationnel qui, par capitalisation par exemple, pourrait décider de renverser la table. Donc on doit aussi avoir en tête cette réalité-là lorsqu'on parle du dossier des retraites. Alors pardon, je n'ai pas répondu à votre question, je vais le faire très vite. Plus la phase de transition sera longue pour passer d'un système à l'autre, plus une partie du stock, désolé de parler comme un DRH, non, nous c'est plus humain d'habitude. Voilà. Plus une partie du stock sera protégée, et ceux qui rentrent ou qui sont rentrés récemment, on aura la possibilité de négocier, si on a raté un certain nombre de choses par rapport aux compensations qu'on doit apporter au système, on pourra négocier dans cette phase de transition des correctifs permettant de limiter les effets de bord et de faire en effet, si possible, qu'il n'y ait pas de perdants, tout en essayant d'améliorer quand même la situation des femmes, des carrières longues et de la pénibilité. Merci. Donc, on va passer à travers la réforme de la fonction publique. Je vous propose d'aller tout de suite sur le Conseil national de la productivité. Donc, pour tous ceux qui, comme moi, n'étaient pas complètement au fait du Conseil national de la productivité, c'est une idée ou une proposition faite par l'Union européenne qui demandait que tous les pays de la zone euro mettent en place, et donc ça date de 2016, que tous les États membres mettent en place un Conseil national de la productivité, puisque les enjeux de la productivité sont des enjeux européens, puisqu'on est dans un marché intégré. Ce rapport a été rendu, c'est un rapport qui a été produit par un comité d'experts indépendants, qui a fait l'objet d'un échange avec les partenaires sociaux, qui produit des conclusions qui, pour certaines, sont larges et appellent des travaux ultérieurs, qui précisent en fait deux éléments importants, qu'il ne faut pas confondre compétitivité et productivité, que la compétitivité, elle se fait en différentiel à l'intérieur de la zone. Et donc ça, c'est toute la deuxième partie du rapport. Ça, ce sera pour après-demain. La première partie porte sur la productivité et montre que c'est une notion qui n'est pas forcément si évidente. Elle montre qu'il y a un ralentissement de la productivité dans la plupart des pays, notamment de la zone euro. Mais elle pointe en plus un certain nombre d'éléments particuliers en France de ralentissement de la productivité. Et c'était sur ce point que vous souhaitiez rebondir.
Alors, il y a, dans ce rapport qui est très intéressant, parce que souvent on s'auto-flagelle en France sur le niveau de productivité de nos salariés, où il faudrait qu'ils travaillent plus longtemps, etc., etc. Globalement, le rapport dit que globalement, les salariés français sont pas mal placés, si on prend l'échelle européenne, en termes de productivité. Mais en revanche, il pointe quelques points noirs qui nuisent à la productivité globale du travail dans notre pays. Le premier, et ça va s'accentuer avec les transitions technologiques et écologiques, c'est l'inadéquation de l'emploi au métier, enfin des qualifications à l'emploi ou au métier. Entre 25 et 30% occupent un emploi pour lequel ils ne sont pas qualifiés ou pour lequel ils ne sont pas assez qualifiés, ce qui est considérable. Et quand on prend les enjeux de la transition écologique appuyée sur la transition technologique, lorsqu'on va fermer une usine de fabrication de boîtes de vitesse mécaniques pour ouvrir une usine de fabrication de boîtes de vitesse électriques, le salarié de la première ne sera pas automatiquement qualifié pour aller dans la seconde. Et donc on va avoir un besoin de formation et d'accompagnement stratégique à la formation des salariés qui est inouï pour les au moins 10 ou 15 ans qui viennent. Donc ça, c'est un vrai défi qui est porté par ce rapport. J'ajoute par ailleurs que, sans doute, la formation initiale n'y est pas pour rien, parce que notre formation initiale en termes de capacité à assumer une formation professionnelle continue dans le reste de sa vie ou de sa carrière peine à faire qu'un jeune sur 5 dans une génération est une qualification. C'est-à-dire qu'on dit souvent les fameux 150, 140 000 jeunes qui sortent sans rien ou pas grand-chose de notre système scolaire de formation initiale. C'est ce qui est un nombre considérable. Et là, il y a une vraie difficulté liée à l'école et à la formation initiale, puisque ce chiffre est le même depuis le milieu des années 90. On a eu une progression, une baisse du nombre de sorties sans qualification jusqu'en 1995, et après, ce chiffre stagne. Et je fais remarquer à mes interlocuteurs, quel que soit leur bord politique, que lorsque le gouvernement de Chirac a supprimé des postes en 1995, puis celui de Jospin en a remis en 1997, puis celui de Chirac en a supprimé en 2002, je parle de l'éducation nationale, puis quand Nicolas Sarkozy en 2007 en a supprimé 85 000, puis quand François Hollande dans le dernier quinquennat en a rajouté 60 000, oui, ce chiffre est resté constant. Alors, moi, syndicaliste, je plaide pour que les moyens soient mis, y compris sur la formation initiale, et je pense que les postes sont importants pour fabriquer cette entreprise collective merveilleuse qu'est l'école républicaine. Mais ça prouve que le problème n'est pas dans la question des moyens, elle est là, dans le logiciel du système. Aujourd'hui, on a encore un collège qui ressemble à une prépa lycée et qui organise dès la 6e le tri sélectif qui doit avoir lieu, mais un tri le plus humain possible, dans la diversification des parcours après la 3e, après la seconde. Et tant que dans la classe politique, il n'y aura pas un consensus pour dire qu'on doit offrir à toute une génération, à la fin de la 3e, un socle de compétences modernes du XXIe siècle, décrypter des fake news, être à l'aise avec l'informatique, l'électronisme et l'illettrisme, tout ça, tant qu'on n'aura pas cet objectif, on n'y arrivera pas. Mais au-delà de l'objectif, parce qu'on a déjà un peu essayé, il faut passer d'une culture sur l'école, d'une obligation de moyens, que souvent on arrive à peu près à mettre en place, pour le coup à une obligation de résultat. On ne peut pas laisser un jeune en 6e, en tête-à-tête avec des profs et sa famille, entendre le prof dire, même malgré sa bonne volonté, il a 5 en français, 6 en maths, il faudrait qu'il travaille plus, oui mais madame il travaille beaucoup, d'accord mais il faudrait qu'il travaille quand même un peu plus, et puis le trimestre d'après on dit la même chose, et en 5e on dit la même chose, en 4e pareil, et puis il finit en voie pro, sans le choisir. Alors que la voie pro peut être une voie d'excellence, y compris par alternance, etc. Donc tant qu'on ne donnera pas comme objectif de bâtir tout au long du parcours de la scolarité obligatoire une obligation pour toute une génération, on aura un problème, y compris pour la formation tout au long de la vie et dans la carrière. Ça, c'est un point. Et le deuxième point du rapport qui était porté, c'est le fait qu'on avait en France
un problème de management. Alors je le prononce comme ça parce que le mot vient de ménager. De la même façon qu'économiser signifie prendre soin. Parfois prendre soin de soi ou prendre soin des autres. Et on a un vrai problème qui ressemble, parce qu'à l'école, par exemple, l'ascenseur social ou scolaire, il est en panne. Tout le monde le constate. D'ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental va se saisir de ça à la rentrée. Il est en panne, sauf pour une catégorie particulière de la population. Alors, hormis la petite frange de l'élite, où quand on a fait X, on a des chances que son fils ou sa fille fasse X. Mais l'ascenseur social et scolaire fonctionne encore pour les enfants de profs, parce qu'ils connaissent le système. Bon. Ce qui peut faire comprendre pourquoi, alors ils ne sont pas syndicats l'UNSA, ceux-là. C'était la question que j'avais posée. Quand parfois, il y a des blocages qui bloque pour savoir pourquoi on n'arrive pas à faire des transitions du point de vue éducatif. Mais de la même façon, ce n'est pas forcément la faute des profs, mais la plupart d'entre vous, vous avez fait, la plupart, des études. Et je pense même que, comme certains profs, il y a des chances que quand vous étiez à l'école, vous étiez des bons élèves. Et il y a parfois le syndrome, lorsqu'on veut accompagner, ménager, faire du management, d'avoir cette capacité de décentration en disant que la personne qui est en face de nous, elle n'est pas comme nous. Et quand on est prof et qu'on est un ancien bon élève, on a du mal à comprendre le mauvais élève, parce qu'on ne l'a pas vécu. Bon, ça, c'est un... Et on peut avoir ce même problème de décalage culturel dans le management. Sans parler du fait, alors, sans rentrer dans les références, mais Jeremy Rifkin, c'est une référence qui vous parle, c'est la troisième révolution industrielle, comme aurait dit Michel Serres, ceux qui la connaissent tant mieux, ceux qui ne la connaissent pas, googliseront l'information. Il disait que dans le monde où on est, on a copié le système de la révolution industrielle sur ce qui existait dans le cadre militaire, scolaire de la Troisième République, et qu'il y avait un maître dans l'école comme il y avait un contre-maître. Et quand on regarde les ateliers étaient à peu près organisés comme des casernes ou comme des salles de classe. Bon, tout ça, c'est... Et le rapport pointe une vraie difficulté de passer à un management, malgré les efforts des personnes qui s'occupent des ressources humaines, de passer à un management qui permette d'améliorer la productivité, en sachant que bien souvent, on déconnecte la fonction de DRH de la fonction de production. Et si jamais on veut travailler sur la productivité, la fonction de DRH, elle est essentielle pour améliorer la productivité. Donc il pointe ce problème-là. Je pense que ça fait partie de tous vos débats depuis de nombreuses années et que c'est des questions qui vous sont familières. Mais on a un appui pour dire qu'il faudrait qu'il y ait là aussi peut-être des formations au management qui soient différentes de celles qu'on a connues dans les écoles qui reproduisaient traditionnellement des modèles qui sont peut-être aujourd'hui dépassés. Parce qu'effectivement, le rapport pointe d'ailleurs que la transition numérique tarde à avoir des effets sur la productivité parce que finalement, on le voit bien, une fois qu'on a mis en place un outil, s'il n'y a pas l'organisation du travail qui exploite au maximum les données de l'outil, bah finalement, on ne gagne pas en productivité. Ça tord le cou à la notion de tierçarisation appauvrissante. Enfin, ce n'est pas parce que c'est plus tertiaire que ça l'est moins. Et sur cette notion justement de capacité managériale, quelles sont les propositions de l'UNSA? Je pense, comme pour le dialogue social ou la culture du compromis, qu'il faut qu'on fasse des formations communes. Moi. Je pense que des formations communes entre DRH, syndicalistes, et ça peut avoir du sens. Il y a des endroits, il y a des cercles où on fait ça. Des cycles d'études, mais c'est confidentiel. Et je pense que dans la formation initiale des formations qui mènent à la fonction de DRH, il devrait y avoir des modules communs avec des partenaires sociaux, des négociateurs, des sciences humaines opérationnelles. Voilà. Je pense qu'il y a un morceau de la formation initiale qu'il faut réinventer. Et pas seulement théoriquement, voilà, parce que la corbeille de fruits et le cadre convivial et le cadre, épanouissant en apparence ne l'est pas forcément. Pour les salariés, la question est bien plus profonde.
Et je pense qu'on parle des risques psychosociaux pour les salariés. Je pense que vous êtes une population qui est confrontée vous-même à ces questions-là. Et on a du commun à bâtir entre salariés et managers, que ce soit dans la formation initiale ou dans des moments de carrière où on ferait des rencontres qui nous changent, même si les rassemblements catégoriels sont intéressants et importants. Et Jean-Paul a beaucoup fait pour cette association, pour qu'il en soit ainsi notamment. Mais je pense qu'on a du commun à fabriquer entre nous. Alors, pour conclure, 2 questions qui nous arrivent de la salle, donc n'hésitez pas, parce que vous voyez, je les regarde, je plisse les yeux, mais j'y arrive. 2 questions, je suis très efficace sur ça. Donc il y a 2 questions, une qui porte davantage sur... Merci pour la lumière, je pense que ça va m'aider. Qui porte sur la composition en fait, de la productivité. Je vous invite vraiment à lire la synthèse du rapport, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui a été considéré comme compliqué. Le début du rapport, c'est de dire, on parle de la productivité, mais finalement, si l'Union européenne dit qu'il faut que par pays, on se pose la question de ce que c'est, comment ça se compose, quels sont les effets, c'est que c'est effectivement un dossier très technique. La synthèse est très claire, donc je vous invite à le regarder. Les autres facteurs de productivité, c'est les investissements, par exemple, et les effets globaux, la façon dont on conjugue en fait tous les facteurs de productivité possibles. Petite question que je trouve assez intéressante, anonyme mais percutante. Quelle est la différence entre l'UNSA et la CFDT? Alors, il y en a une. Franchement, on a beaucoup de points communs parce qu'on a une stratégie syndicale qui se ressemble. Mais on a une histoire différente. On a une histoire différente et on a un fonctionnement différent. On est des partenaires. On a monté l'opération du pacte social et écologique avec de grandes associations. On a volontairement, alors que rien ne nous y oblige, une délégation commune à la Confédération européenne des syndicats. Et donc, globalement, je vais le dire comme ça, les dirigeants de l'UNSA et de la CFDT font des initiatives communes régulièrement. Et je mets des guillemets, j'ai vendu à mon congrès que même quand sur certaines entreprises on peut être concurrent ou en conflit, il était dans l'intérêt général des salariés que de travailler ensemble sur des grandes questions quand on était d'accord. Bon, donc ça, là-dessus, on a cet équilibre. Mais on a une différence, c'est qu'on est un syndicat qui a un fonctionnement, je le disais tout à l'heure, sur l'autonomie, qui fait une grande différence. Et on a d'ailleurs, de partout, des sections syndicales, parfois d'autres syndicats qui viennent chez nous en disant « bon, finalement, on se retrouve dans vos valeurs, mais on voit bien que le fonctionnement nous convient mieux ». Et je pense que ça devrait d'ailleurs interroger la CFDT dans un dialogue, non pas de critique que je leur adresse, mais ça devrait les interroger, y compris sur leur mode de fonctionnement. Donc c'est une différence de gouvernance, foncièrement. Un grand merci à tous et à toutes.